Les assassinats de Bakwanga sera le thème de ce soir. Et nous allons également parler de la commémoration de la victoire de Patrice Emery Lumumba, date à laquelle Patrice Emery Lumumba avait gagné cette élection historique qui l'a amené justement à devenir le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette commémoration du 23 mai 1960, annonçant justement le départ d'une démocratisation de cet espace que l'on appellera la République démocratique du Congo, va marquer les pas à partir de cette période avant la proclamation de l'indépendance le 30 juin. Voilà. Sur le thème de cette émission, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre chaîne de télévision Télé Saturne. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir des différentes plateformes de cet espace Saturne. Merci également à tous les téléspectateurs africains qui nous suivent régulièrement et qui ne cessent de nous encourager dans les différentes émissions que nous faisons à travers notre chaîne de télévision. Merci encore une fois aux amis de l'autre côté de l'Atlantique qui nous ont écrit, en grand nombre en tout cas, sur le sujet que nous avons évoqué la semaine dernière. Merci beaucoup. C'était un sujet sur l'histoire sur Mobutu avec le mouvement populaire de la Révolution. Pour cette émission, en tout cas, nous avons eu beaucoup d'appels du Maroc, surtout. Beaucoup de gens nous ont appelés du Maroc, où vous savez que le corps de monsieur le président de la République Mobutu se trouve encore enseveli jusqu'à nos jours. Voilà, nous allons parler de cette émission, de cette commémoration du 23 mai 1960, suivie de la question des assassinats des Bakwanga. Vous allez comprendre de quoi il s'agit ce soir à travers les explications qui vous seront données par le professeur Lomenge Lulu que vous avez déjà rencontré. Vous avez eu à suivre dans différentes thématiques autour de différentes questions liées aux comploteurs des indépendances, aux comploteurs de la démocratie en République démocratique du Congo, cette période des assassinats, cette période des indépendances de l'Afrique où le Congo avait connu ces difficultés, ces moments de turbulence. Nous allons ainsi recevoir le professeur Lomenge avec lequel nous allons, pendant 52 minutes, vous expliquer encore une fois de quoi il s'agit à cette date du 23 mai 1960, date à laquelle la plupart des gens ne se rappellent pas du tout, les gens ne comprennent pas d'où est parti le Congo, et le 23 mai 1960 est mal expliqué aux Congolais et au grand nombre d'Africains. Nous allons ainsi recevoir le professeur Lomenge. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur René Kitoko. Voilà, nous y sommes, professeur. Nous allons parler, tel que je viens de l'annoncer, de cette commémoration du 23 mai 1960, suivie des assassinats des Bakwanga. Professeur, à vous la primeur de nous expliquer d'abord le 23 mai, de quoi s'agissait-il au juste? Oui, je vous remercie tout d'abord de m'avoir permis une énième fois de parler aux ondes de Télé Saturne et Canal 54 afin d'élever ma voix pour expliquer et expliquer encore l'histoire congolaise. Avant donc de commencer ce thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien exprimer ma solidarité à nos compatriotes de Goma qui ont été secoués hier par l'éruption volcanique Nyiragongo. Donc, toutes nos condoléances aux 14 personnes qui ont perdu la vie en fuyant cette éruption volcanique à Goma. Par ailleurs, je m'inscris en faux aux déclarations insultantes d'un Congolais qui a insulté le Congolais qui ont fui Goma à cause de cette éruption volcanique, disant que ceux qui ont quitté Goma étaient de Rwandais. Je m'inscris en faux. Donc les Congolais ont fui la mort et on n'a pas à rajouter.
Donc, je m'arrête Professeur, là. je pense que nous ne parlons pas de Nirangongo. On parle de l'histoire du Non, non. Congo, s'il vous plaît. Là, Oui, nous bien espérons sûr. d'aller dans tous les sens. Nous Non, sommes non, dans non, une bien thématique sûr. un peu plus précise ici, où nous Je voulons suis tout parler à, d'un fait je historique. suis tout, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis de cœur et par la compassion au peuple congolais qui a subi quelque chose hier. On ne peut pas laisser passer cela, hein. Donc, donnez-moi une seconde pour envoyer ces messages de compassion envers nos compatriotes à Goma. Et je m'arrête là. Je peux commencer maintenant le thème de notre émission. À vous l'antenne. Vous avez dit effectivement le 23 mai 1960, je pense que les élections se sont passées, se sont déroulées le 22 1960 et la publication, je pense, des résultats ont eu lieu le 23 mai 1960. C'était les premières élections générales juste avant l'indépendance pour Clarifions, professeur. départager. Vous parlez du 22 ou du 23 mai 1960? Je vous dis bien, les élections ont eu lieu le 22 mai et les résultats ont été proclamés le 23 mai. Alors, quelle date nous pouvons considérer? Le 22 ou le 23? Considérons le 22. On considère le 22. Le 22. Mais le 22, il n'y avait pas encore proclamation, donc personne ne pouvait s'attendre à une victoire d'un tel parti. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sauf que les gens se sont déplacés officiellement le 22. Et la Et il y a proclamation eu est le 23, donc nous pouvons le 23. considérer le 23. Ouais. Les jours où on annonce les résultats Oui, finaux. il n'y a pas de problème. À vous Donc, l'antenne. voilà donc, il y a eu ces élections générales au Congo belge. Ces élections ont été organisées par le Belge eux-mêmes sur le plan général et il s'est suivi le résultat suivant. Le MNC Lumumba a récolté 33 élus sur le plan national. Le PSA, le Parti solidaire africain, a eu 12 députés nationaux, le CREA, 4 députés, Balbacat, 6 députés, et l'ensemble de la coalition MNC Lumumba allié a fait 41 députés, et l'ensemble du cartel MNC Lumumba, PSA, CREA, Balbacat a donné 71 députés sur 137 de l'Assemblée nationale. Et l'ABACO, l'Alliance des Bakongo, a eu 9 députés, le CONACAT de Tchombe, 8 députés, le MNC Kalonji est allié, 8 députés, le Puna de Bolikango, 8 députés, le PNP est allié, 7 députés, 15 députés plutôt, et les indépendantistes, les indépendants plutôt, 5 députés. Donc, on a vu maintenant, dans l'ensemble, à l'Assemblée nationale, le MNC, Lumumba et Allié Cartel ont totalisé 71 députés sur un total de 137 députés à l'Assemblée nationale. Au Sénat, 41 sénateurs de MNC, Lumumba et Allié sur 84 députés. Et on est passé au vote du président de l'Assemblée nationale qui était M. Kassongo, a eu 64 voix contre 48 contre Bolikango. Et au Sénat, M. Ileo a remporté avec 41 voix contre 39 contre M. Mukengele au troisième tour. Donc, voilà comment a été constitué le visage électoral, la répartition des élections, de premières élections générales en République du Congo. Donc, les premières élections ont commencé dans des conditions de transparence totale. Pouvons-nous considérer qu'il y avait une transparence à cette époque? Effectivement. Il n'y avait pas eu de doute de part et d'autre, mais comment expliquer maintenant, au niveau des partis politiques en présence,
la primeur qui a été donnée au MNC Lumumba, contrairement à la BACO et d'autres partis politiques. Comment se fait-il que ces partis politiques, en tout cas, tous ont fait coalition avec le MNC? Pourquoi ces choix? Pourquoi ce réflexe de l'MNC? Bon, nous devons savoir tout d'abord que le MNC Lumumba, c'était un mouvement national congolais. Donc, si vous regardez la répartition de sièges tel que ça a été fait, le MNC a gagné sur les 6 provinces connues en République du Congo belge à cette période, a gagné dans 5 provinces. Donc, sauf la province de Léopoldville, le MNC n'a pas eu de députés. Donc, le MNC était normalement un parti national, donc a été représenté sur 6 de provinces du Congo, 5 provinces. Or, d'autres partis politiques, la BACO n'a eu de députés que dans la province de Léopoldville, Bakongo, et le MNC Kalonji au Kasaï, le CREA au Kivu. Et donc, là, c'était pour montrer que Lumumba était éparpillé dans presque toute la République. C'est pourquoi la grande majorité des partis politiques ont fait le choix à s'allier avec Patrice Emery Lumumba en tant que nationaliste. Et comment a été organisée la répartition de postes ministériels? Est-ce qu'il y avait eu équilibrage par rapport au poids de chaque parti politique ou le parti qui avait la majorité, enfin le parti Lumumba avec sa coalition, avait distribué les postes sans tenir compte de clivage régional? Bon, effectivement, c'est l'alliance MNC, Lumumba et d'autres partis nationaux qui avaient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale avec un total de 71 députés qui étaient plus grandement représentés au niveau du gouvernement. Donc, il n'y avait pas une répartition équilibrée. Donc, il y avait quand même une répartition. Je vous donnerai par exemple la BACO a eu, je pense, deux postes ministériels. Konakat de Tchombe, Tchombe a refusé d'aller rencontrer Lumumba lorsque Lumumba lui a écrit pour qu'il puisse faire partie du gouvernement. Tchombe a refusé, donc Tchombe n'avait pas eu de poste ministériel. Donc, la répartition était normalement sur l'équilibre tel que fait au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y avait eu une raison pour Tchombe de refuser cette offre venant de Lumumba? Il y avait une raison? Il y avait eu quelques problèmes qui ont précédé cette élection? Il y avait une raison. Je pense que Tchombe voulait qu'on puisse lui donner le ministère de Finances disant que le coffre-fort du Congo était les Katanga. Donc, lui, il voulait le poste du ministère des Finances. Bon, et de l'autre côté, Kassavou aussi a demandé le poste du ministère des Finances et ce poste a été accordé à la BACO. Et c'est pourquoi la liberté de Tchombe, il n'a pas voulu participer à ces gouvernements. Donc, Tchombe, pour des raisons de positionnement personnel, a refusé de coaliser avec Lumumba au sein de ce gouvernement parce qu'il ne se retrouvait pas en quelque sorte. Et donc, ça rentre toujours dans l'homme congolais, hein, les intérêts personnels. Mais est-ce que vraiment il ne se retrouvait pas? Moi, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il y avait déjà un complot qui était déjà préparé avec le Belge pour l'indépendance du Katanga. Normalement, on avait arrêté quelqu'un qui devrait normalement déclencher quelque chose le 29 juin. Voilà, donc Tchombe préparait déjà parce que ce n'est pas par hasard que le 11 juillet, Tchombe a proclamé l'indépendance du Katanga. C'est-à-dire que le 11 juillet, ça voudrait dire juste à peine 10 jours après la proclamation de l'indépendance. Effectivement. Et déjà, un mois plus tard, lorsque Lumumba compose son gouvernement, Tchombe refusa
d'y faire partie. Non, Donc, non, 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 ça justifie non, non. justement le comportement de Tchombé, donc le 11 juillet. Hein. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, quelques semaines avant l'indépendance, donc je pense entre le 11 juin jusqu'au 23 juin, Lumumba a eu le privilège d'être informateur et formateur du gouvernement et il a essayé de contacter presque tous les partis politiques. Comme il n'avait pas la majorité absolue, il avait une majorité relative et donc il a consulté tout le monde. Tshombe a refusé. Donc, 3 semaines après, Tshombe a déclenché la proclamation de la sécession katangaise. Ok, Ainsi, avant d'y revenir et d'y revenir sur cette question de Tshombe et également de chuter sur la dernière question sur cette partie de l'émission, vous venez de parler des formateurs et informateurs. Pour l'intérêt des téléspectateurs, pouvez-vous expliquer ici la différence entre formateurs et informateurs dans le contexte de Patrice Emery Lumumba déjà en 60? Oui, en 60, le Patrice Emery Lumumba, avec son parti MNC tout d'abord, n'a pas eu une majorité absolue au Parlement, y compris MNC Lumumba ainsi que ses alliés, donc PSA, Sereya, Balbakat, Moub de Bassongue, Ina Fabi de Fizi, de Bemba de Fizi, ils n'ont pas eu non plus la majorité absolue et voilà. Mais après les cartels, il y a eu quand même une majorité qui s'est dégagée. Mais on ne peut pas nommer un informateur qui n'a pas la majorité absolue au Parlement. Celui qui n'a pas la majorité absolue au Parlement, on doit passer tout d'abord par nommer un informateur. Et l'informateur, c'est celui qui va normalement consulter tous les partis politiques afin de dégager une majorité. Et voilà qu'on a nommé l'informateur Patrice Emery Lumumba. D'ailleurs, avant Patrice Emery Lumumba, la Belgique avait nommé Kasavubu comme étant informateur. Et Lumumba s'est fâché en disant comment expliquer que Kasavubu, qui a 9 députés, vous pouvez le nommer en tant qu'informateur. Donc, et puis après, on a donné cette mission-là d'information à Lumumba et qui a consulté tous les partis politiques jusqu'à ce qu'il y ait eu cet arrangement qui s'est fait que la majorité s'est dégagée et on l'a nommé formateur en tant que formateur du gouvernement. Et deviendra ainsi le tout premier Premier ministre ministre du Congo. du Congo belge. Voilà. Du Congo belge à Ouais. cette époque. C'est le Congo Du belge? Congo belge à cette époque. Ouais. Voilà. Maintenant, du point de vue social, maintenant, lorsque le peuple congolais à cette époque est informé de cette victoire de Patrice Emery Lumumba, Oui. quelle a été comme réaction du point de vue social, du point de vue population, le peuple congolais, comment est-ce qu'il avait reçu cette victoire de Patrice Emery Lumumba? A-t-il été accepté par tous les Congolais? Bon, je viens de vous dire que 5 des 6 provinces ont élu les nationalistes congolais. Donc, Patrice Emery Lumumba a été accepté dans 5 provinces de 6 du Congo. Donc, effectivement, il y a eu quelques mécontents au Kasaï, dans le sud Katanga et dans les Bas-Congo. Dans les Bas-Congo, bien sûr, ils étaient contents le fait que Patrice Emery Lumumba, les alliés lumumbistes, ont élu Kasavubu comme étant président, le chef de l'État du Congo belge indépendant. Donc, il y a eu quelques mécontents, effectivement, dans certaines provinces. Je vous dirais, par exemple, Bolikango, qui n'a pas été élu ni président de l'Assemblée nationale, ni président de la République, était mécontent. Pendant ces temps, professeur, pendant ces temps, le système venait de commencer, la démocratie commençait à s'installer, le gouvernement venait d'être formé. Quel a été tout au début, le fonctionnement de ce gouvernement dans les premiers jours? Est-ce que Patrice Emery Lumumba, avec son gouvernement, a-t-il été compris d'abord avec ceux
ceux avec lesquels il a formé son gouvernement, ses collaborateurs, l'ont-ils compris réellement dans l'idéologie qu'il défendait à l'époque, l'idéologie du nationalisme congolais? Oui, je pense que il a été compris. C'est pas pour rien qu'ils ont accepté de pouvoir faire partie de ce gouvernement. S'il n'avait pas été compris, je ne pense pas qu'il ne devait pas y avoir cette coalition qui s'est formée pour ce premier gouvernement. Donc, on est en train de crier là aujourd'hui que c'est la première coalition qui s'est passée là en 2019. Non, pas du tout. La première coalition s'est passée en 1960. En juin 1960, c'était la première coalition et tout le monde était d'accord. Ils ont accepté d'adhérer à ces gouvernements de coalition. Et qu'est-ce qui explique ces nombreuses trahisons qui ont suivi immédiatement? Qu'est-ce qui a suscité ces différentes incompréhensions dans le gouvernement Lumumba? Qu'est-ce qui a suscité cela? Ce démembrement complètement du système Lumumba. Oui, mais moi je pense que le piège tendu au niveau de notre métropole belge, la Belgique n'était pas contente que le Congo ait son indépendance à cette période-là parce que c'était la vache à lait. Le Congo était la vache à lait de la Belgique. Donc, il fallait tendre un piège aux politiciens congolais pour que ça n'aille pas mieux. Et d'ailleurs, ça a commencé à partir du 5 juillet avec l'armée. Et c'est qu'on ne fait pas attention. On a toujours parlé de la table ronde politique, mais on a oublié la table ronde économique. Et c'est au niveau de la table ronde économique qui s'est passée au mois de février-mars à Bruxelles. C'est là où on a préparé le complot contre le Congo. Donc, moi, je pense que c'est au niveau du colonisateur que tout s'est passé, ces complots-là, contre, ainsi que certains Congolais qui ont partisé avec le colonisateur. Pouvez-vous nous dire de manière succincte ici à quoi consistait la table ronde économique? Parce que la table ronde que l'on connaît, c'est la fameuse table ronde de l'indépendance. Oui. Et la table ronde économique avait eu lieu à cette même occasion ou à une autre occasion? La table ronde économique a eu lieu juste après la table ronde politique, donc à partir du mois de février et mars-avril 1960, avant les élections. Donc, cette table ronde économique devrait fixer le base du portefeuille du Congo, la façon dont l'économie devrait se gérer et dès là, la Belgique a dupé les politiciens congolais qui n'étaient pas préparés sur le plan économique, sur le plan des finances publiques. Donc, et tout s'est passé à cette période-là en complicité avec certains Congolais, notamment Albert Ndélé, qui était vraiment la top de Belge pendant cette période de la table ronde économique. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, Albert Ndélé? Oui, mais c'était lui qui était préparé pour que qu'on puisse le mettre, le nommer par l'ONU l'extérieur pour qu'il soit gouverneur de la banque et presque toutes les sociétés. Comment comprendre que les sociétés qui étaient normalement le portefeuille du Congo, tous, à partir du 30 juin, tout est parti en Belgique, tout a été transféré en Belgique. Donc, le Congo était à vide, à sec sur le plan des finances de l'État. Et donc, voilà comment le Congo va, à partir de cette conférence économique, il y avait eu des conclusions, il y avait comme des conclusions pour qu'ils aillent à la conférence politique. Est-ce qu'ils ont trouvé des conclusions, une entente oui, sérieuse pour il y avait entrer dans la phase politique? Oui, il y avait eu des conclusions, sauf que
vous vous rendez compte qu'il y avait qu'une poignée d'universitaires, poignée des économistes. Donc, on n'avait pas des économistes formés. Lorsque vous lisez le rapport de la table ronde économique, vous allez tomber de nu. La Belgique était bien préparée, dossier bien ficelé. Les Congolais n'étaient pas formés à pouvoir affronter la Belgique sur le plan de l'économie et des finances publiques. Mais, professeur, cette question de les Congolais n'étaient pas formés, les Congolais n'étaient pas expérimentés, cette question qui revient tout le temps, est-ce que vraiment c'est un argument qui peut vraiment continuer à être tenu, étant donné que ces mêmes Congolais qui n'étaient pas formés, ils avaient quand même, ils faisaient des revendications jusqu'à exiger l'indépendance du Congo. C'était plus fort que leur intelligence à ce moment-là, alors. S'ils n'étaient pas bien formés, s'ils n'étaient mais, pas bien instruits, comment pouvaient-ils penser à revendiquer plus haut, c'est-à-dire l'autonomie de gérer les affaires du Congo? Est-ce que vous pensez oui, que cet argument, c'est un argument qui faille? oui, mais ce que vous dites est vrai, sauf que lorsqu'on dit former, ce sont des cadres, de véritables cadres. Donc moi par exemple, je suis biologiste, je ne suis pas formé sur le plan de l'économie et des finances. Vous vous rendez compte, on a envoyé Mobutu représenter les MNC pour le problème économique à la table ronde économique. Qu'est-ce que Mobutu devrait fournir là-bas à la table ronde économique? La présence C'était physique. pénible. La Hein? présence physique. Voilà, voilà. Donc, c'est pour vous dire de véritables cadres sur le plan de l'économie. Bon, on peut bien revendiquer l'indépendance, mais il faut bien former les gens pour que dans telle matière, pour qu'ils puissent revendiquer des choses dans telle ou telle autre matière. Donc, Alors, qu'est-ce qui les motivait ainsi alors? Qu'est-ce qui les motivait à faire ce genre de revendications? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient copier les autres pays qui sont entrés à l'indépendance? Est-ce qu'ils voulaient juste aspirer à une certaine liberté? Qu'est-ce qui les nous motivait, étions, sachant que, nous au étions bout de compte, ils ne vont pas s'en nous sortir? étions, nous étions sur le même chemin qu'ont pris le peuple du monde réclamant la liberté, l'indépendance de leur pays. Donc, le Congo ne pouvait déroger à cette voie, telle qu'elle disait Lumumba. Donc, oui, malgré que nous étions, on n'avait pas beaucoup de cadres, mais on avait quand même la jugeote de pouvoir réclamer notre indépendance. Les 80 ans de l'esclavage, de la spoliation des terres congolaises, ça en avait été de trop. Alors, un élément qui entre en ligne des comptes maintenant par rapport à cette date du 23 mai 60, avec cette élection, cette victoire de Patrice Emery Lumumba, alors comment expliquer que finalement c'est Kasavubu qui devient président de la République? Qui a fait ce choix? Est-ce que c'était dans la loi fondamentale ou c'est tout simplement parce qu'au niveau des pourparlers, ils ont trouvé mieux? Est-ce que, voilà, ils ont trouvé Kasavubu la personne qu'il fallait? Ou c'est tout simplement parce que, bon, voilà, pour un certain équilibrage, il fallait un autre homme? Qu'est-ce qui a Non, pesé? non, ce n'était pas dans la loi fondamentale, c'était tout simplement un arrangement de pourparlers qui ont eu lieu entre la mouvance nationaliste, qui était mouvance unitaire, et la mouvance de l'Abaco, qui était la mouvance fédérale. Il ne faut pas oublier qu'il y avait, avant l'indépendance, pendant la période de l'effervescence de la demande de l'indépendance, qu'il y avait deux leaders qui se sont dégagés au niveau du Congo, c'était Patrice Emery Lumumba et Kasavubu. Mais au niveau du poids politique sur le plan de l'Assemblée nationale, Kasavubu ne valait rien. Il n'avait que 9 députés. Donc, par rapport aux nationalistes lumumbistes. Mais comme c'était un leader représentatif sur le plan national, on ne pouvait pas l'ignorer. Et Lumumba avait peur que le Bas-Congo, la province de Léopoldville, puisse se rébeller pour faire une scission
avec le Congo, demander indépendance de Bakongo. Donc, c'est pourquoi il a cédé au pourparler pour lui accorder le poste de chef de l'État. Vous dites que Kasavubu avait une représentation nationale avec la BACO? Mais avec la BACO, il n'avait que 9 députés. Non, parce que vous venez de sous-entendre qu'il avait c'était une personnalité qui avait une représentation nationale. Non, qui avait l'aura sur le plan national. Dans Donc, toutes les provinces. il y avait au moins deux leaders. Donc, il y avait Kasavubu et Lumumba. On ne peut pas s'en cacher. Oui, mais ces députés qu'il avait venaient des différentes provinces? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le poids sur le plan, il n'avait pas assez de poids sur le plan national. Il n'avait pas le poids sur le plan national, mais il avait l'aura sur le plan national. En tant que leader, bon, en tant que leader, il était connu au Kivu, il était connu, n'ayant même pas un député, mais il était connu là-bas. Hein? La même chose comme Tchombe aussi. Tchombe, le Konakata a 8 députés sur le plan national, mais Tchombe était connu aussi. Alors, Lumumba lui-même, est-ce que Lumumba n'avait pas les intentions d'être président de la République? Est-ce qu'il n'avait pas cette intention-là? Et il voulait seulement être Premier ministre? Non, Pourquoi non, il s'attachait seulement à ce poste-là? N'avait-il pas des il intentions de la présidentielle? Il avait l'intention, effectivement, d'être président, chef de l'État, sauf tout simplement que les conditions ne lui permettaient pas. L'une des conditions, il fallait avoir 40 ans. À partir des 40 ans, pour postuler au poste de chef de l'État du Congo à cette période-là. Or, lui, il avait 36 ans. Et donc, ça l'écartait complètement. Donc, voilà, nous avons vraiment clarifié cette question. Et professeur, nous allons terminer cette première partie de l'émission consacrée à la commémoration du 23 mai 1960 et à laquelle Patrice Emery Lumumba avait gagné cette élection historique qui l'avait conduit justement à la primature de la République. Et pouvez-vous nous dire ici, pour terminer cette partie de l'émission, ce que nous pourrions retenir de cette date-là, dont on ne parlait pas suffisamment? Ce que nous pourrions retenir de cette date, que ces premières élections qui ont été organisées par le Belge ont surpris le Belge, parce que le Belge avait normalement donné beaucoup de moyens au Parti national progressiste et arrivé au dépouillement, c'est le MNC Lumumba et ses alliés. Donc là, je précise, j'aimerais que chaque fois qu'on est en train de dire la victoire de Lumumba, moi, j'aimerais donner une nuance, la victoire de Lumumbiste, parce que ce n'était pas Lumumba seul qui avait gagné, ce sont de Lumumbistes qui ont gagné. C'était une alliance de Lumumbistes. Donc, pour vraiment résumer tout, la grande surprise, c'était la victoire de Lumumbiste. Les Belges étaient étonnés que les Lumumbistes puissent gagner alors qu'eux, ils avaient privilégié le Parti national progressiste. Qui était conduit par qui? Le Parti national progressiste. Progressiste à la tête de PNP, c'était Bolikango. C'était Bolikango. Et qu'est-ce qu'il deviendra plus tard? Bolikango était normalement sénateur. Hein, il était sénateur. Et après, du temps de Mobutu, je ne sais pas quels sont les postes que Bolikango a pu occuper dans la période après l'assassinat de Lumumba. Mais il a échoué en tant que président de l'Assemblée nationale et contre Kassongo, et il a échoué contre Kasavubu en tant que chef de l'État. Et pour terminer, professeur, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot? En un mot de cette date, souvenons-nous que ce sont les nationalistes lumumbistes qui ont gagné les premières élections par surprise contre le progressiste qui était soutenu par la Belgique. Merci, professeur. Nous allons ainsi terminer cette partie de l'émission. Je rappelle que cette émission a été consacrée pour commémorer cette date historique du 23 mai 1960,
date à laquelle Patrice Emery Lumumba et ses alliés ont gagné les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo aujourd'hui. À l'époque, c'était le Congo belge. Voilà, on n'en parlait pas suffisamment, mais voici une page de l'histoire qui risque d'être oubliée justement par ceux qui ne veulent pas ouvrir les pages de l'histoire du Congo, mais qui préfèrent justement ouvrir d'autres pages tout en mettant un trait sur les vraies pages de cette histoire dont Patrice Lumumba avait toujours répété que les Congolais devaient réécrire l'histoire du Congo. Voilà, professeur, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette émission après ces brefs 15 secondes qui vont nous ramener à faire la transition et parler de la question relative aux assassinats de Bakwanga. Ça sera vraiment la transition et nous parlerons des assassinats de Bakwanga. À tout à l'heure, professeur, dans 15 secondes. Voilà. Bonsoir encore une fois. Hein. Merci de nous retrouver après ce petit instant d'intermède pour continuer notre émission sur cette question relative à la commémoration de 23 mai 1960 avec ses conséquences. Les conséquences de ce 23 mai 1960, les Congolais le savent, la plupart des Congolais le savent, mais nous voudrions toujours rappeler aux Congolais que l'histoire du Congo est tellement riche que la plupart ont oublié ces différentes pages de l'histoire. Qu'il faille qu'un Congolais ou plusieurs Congolais justement se rassemblent pour en parler de temps en temps, afin que les générations futures puissent se rappeler de moments glorieux de l'histoire de leur pays, le Congo belge, le Congo démocratique, la République du Congo, le Zaïre de Mobutu. Voilà autant de dénominations que ce pays a traversé à travers les dirigeants qui l'ont géré, chacun avec ses humeurs, chacun avec son tempérament. Voilà comment on a malmené ce pays, comme un éléphant justement abattu dans la jungle. Mais néanmoins, il y a des Congolais aujourd'hui consensueux qui continuent maintenant à faire une autre lutte pour redonner un sens à cette République démocratique du Congo, notre pays très riche. Cette fois-ci, nous allons parler des assassinats. Comprenez qu'après que Patrice Emery Lumumba ait formé ce gouvernement, après que les Belges aient fait le coup sur Patrice Emery Lumumba, après que le Congo ait traversé des moments de turbulence avec Patrice Emery Lumumba, il y a eu ce qu'on appelle la politique de la chasse à l'homme. Cette chasse à l'homme a été organisée justement par les impérialistes, ceux qui n'ont pas voulu que le Congo se retrouve dans son élan démocratique, que le Congo se retrouve dans cet esprit démocratique qui a été déjà lancé en 1960. Au regard du discours de Patrice Emery Lumumba, cet homme qui tenait les Belges avec un regard sérieux, lui qui revendiquait les intérêts du peuple congolais d'abord, voilà qu'il a été la cible. Il a été la cible et donc il a été finalement confronté à des délateurs. Les délateurs ont été la plupart de ses collaborateurs qui travaillent avec lui. La plupart, ce sont ceux-là qui l'ont trahi. Patrice Lumumba n'a été trahi que par les Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi on fait des comptes, il s'est retrouvé dans des conditions que vous connaissez tous. Il a été assassiné ainsi le 17 janvier 1961 au Katanga. Et donc, nous allons parler des assassinats de Bakwanga. Les assassinats de Bakwanga, vous le savez qu'à un moment donné, pour parler auprès de différents éléments de collège des commissaires généraux, les membres de ce collège des commissaires généraux ont été des agents secrets des Congolais, justement, qui étaient anti-Lumumba. Tous ont été anti-Lumumba et ce sont eux, justement, qui ont fait de sorte que Lumumba échoua dans sa politique de démocratisation du Congo et du développement politique à cette époque. Le collège des commissaires généraux. Ce collège des commissaires généraux était composé de certains éléments.
de certains éléments dont aujourd'hui les Congolais pensent que ce sont des personnes qui ont démocratisé le Congo. Dans l'histoire du Congo, il y avait eu le maréchal Mobutu, celui qu'on appelait à l'époque le colonel Mobutu à cette époque. Il était un des agents influents de ses collègues des commissaires généraux. Les Bomboko, les Tchombe, les Tshisekedi que vous entendez aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, ce fut également un agent de ce collège généraux, de ces éléments des commissaires généraux, le collège des commissaires généraux. Étienne Tshisekedi, parce il s'agit de lui qu'on doit justement parler dans cette émission. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais pensent que parce que Tshisekedi se retrouvait dans l'opposition pendant, entre guillemets, 38 ans dont on parle, qu'il devient le père de la démocratie pour ceux qui veulent qu'il soit ainsi. Alors que cet homme a posé des actes qui ont détruit la conscience collective des Congolais en 1960, à cette époque-là. Et lui qui, par la suite, avait accompagné la dictature qui a régné pendant 32 ans, les Congolais d'aujourd'hui pensent que c'était Étienne Tshisekedi, c'était le démocrate. Non. L'histoire, il faut que nous puissions la lire correctement avant de commencer à donner des galops à certaines personnes dont la plupart n'ont pas maîtrisé leur parcours politique. Les jeunes gens qui sont nés à partir d'une certaine époque pensent que c'est l'homme qui a libéré le Congo démocratiquement, c'est l'homme qui s'est battu contre une dictature. Quelle dictature? Ce sont des gens qui ont créé cette dictature. Il est parmi des gens qui ont formé Mobutu, qui ont entouré Mobutu, comme on a vu récemment, dernièrement, des gens qui ont entouré Kabila pour qu'il fasse sa politique. C'est autant en 1960, lorsque Mobutu fait son premier coup d'État en septembre 1960, c'était un test qu'il avait fait parce qu'il était entouré de Belges qui voulaient qu'il maîtrise, qu'il neutralisait à l'époque le président de la République, Kasavubu, et Premier ministre Lumumba. C'est ainsi que lorsque Mobutu va faire son coup d'État en 1965, il était entouré en tout cas de ces éléments de ce collège des commissaires généraux, dont Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui a écrit une histoire alors néfaste par rapport à l'envolée démocratique de ce pays. Oui, nous en parlons ainsi parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut que les Congolais sachent. Il faut que les Congolais sachent que l'histoire est très nécessaire de la lire. Il faut qu'on réévoque des événements qui ont marqué l'histoire de ce continent, de ce pays. Oui. Ici, donc, le professeur va essayer de nous expliquer la question des assassinats. Les assassinats qui ont marqué cette période, les assassinats de Bakwanga. Pourquoi les assassinats de Bakwanga? Souvenez-vous qu'à un certain moment, nous vous avons parlé du transfert de Patrice Emery Lumumba vers le Katanga. Lorsqu'il s'est arrêté, il devait être acheminé au Katanga. Mais la destination initiale à laquelle Patrice Emery Lumumba et ses collaborateurs, Paulo Okito et les autres, ont été destinés, la destination était le Bakwanga, initialement. Et c'est à travers la lettre de Tshisekedi lui-même. La lettre qu'il adresse à Mulopwe, l'empereur de Bakwanga. C'est à travers cette lettre qu'on découvre effectivement où Tshisekedi lui-même traite Lumumba de crapaud. Et cette lettre de crapaud était justement envoyée à l'empereur de la part d'Étienne Tshisekedi, qui était membre du collège des commissaires généraux, dont on a parlé plusieurs fois ici, et dont on vous a montré d'ailleurs certaines archives au regard de cette lettre historique, n'est-ce pas? Où il va traiter Patrice Emery Lumumba de crapaud. Voilà. Cette lettre, c'est une lettre qui date des années et dont les archives continuent à protéger parce que les générations actuelles commencent déjà à ignorer l'existence de cette lettre, quoique la plupart pensent que la lettre n'a jamais été écrite par Tshisekedi, mais voilà, l'évidence est là. Cette lettre a été écrite des mains de Tshisekedi et signée par lui où il traite Lumumba de crapaud. Voilà la situation. Et donc, la lettre destinée à qui?
à l'empereur, le Mulopwe Kalonji du Bakwanga. Bakwanga, c'est ce qu'on appellera plus tard le Kasaï oriental. Et dans cette lettre, il y avait une série de recommandations qui ont été signifiées avec précision, c'est-à-dire la liquidation physique, l'élimination en quelque sorte physique de Lumumba et de tous ses compagnons, et de tous ses militants, et de tous ceux qui l'accompagnaient. Et donc, de manière intentionnelle, tout a été préparé en amont pour qu'il soit transféré au Bakwanga, mais c'est passé un élément très sensible qui a fait que, à partir de Mwanda, à partir du transfèrement, il y a eu changement d'avion et changement de destination. On a trouvé que Lumumba risquerait d'être protégé au Katanga, on ne sait jamais, parce que c'est un Kassaïen. Et si on l'envoie au Kasaï, il risquerait de négocier, il risquerait de créer une situation avec ses frères du Kasaï et s'en échapper. Donc, automatique. Après, ils ont réfléchi et ils ont trouvé la stratégie de l'envoyer, de changer de destination vers le Katanga, où on savait que son pire ennemi était Tchombé et les autres. Et donc, la destination de Katanga a été inévitable à ce moment-là. On avait fini par envoyer Patrice Emery Lumumba, Paul Maurice Okito au Katanga, où ils ont subi le sort final. Par contre, au Katanga, vers le Bakwanga, voilà la liste des Lumumbistes qui ont été acheminés au Katanga. Vous avez l'Mbouy Joseph, Yangara, Elengesa Pierre, Lumbala Jacques, Nzouzi Emmanuel, vous connaissez, voilà, Okito, non, pas Okito, Okito et Polo, ils sont morts avec, mais en tout cas, retenez les noms tels que Elengesa, Lumbala, Nzouzi Emmanuel, Mbouy Joseph, Finan, voilà, Jason Finan et tout ça, c'est des gens qui ont été massacrés par le Mulopwe. Voilà, par des recommandations venant de Léopoldville. Et c'est de la main d'Étienne Tshisekedi, en tant qu'agent de ce groupe de collèges, des commissaires généraux. Ce sont les archives qui parlent. N'ayons pas honte de lire les archives de notre pays. Et donc, on ne peut pas comprendre que aujourd'hui, les Congolais qui ne comprennent pas l'histoire de ce pays, les Congolais qui ne maîtrisent pas tellement l'histoire de leur pays, refusent de lire ces pages de l'histoire, ou, tout en connaissant des éléments importants, font semblant de pouvoir les biffer. Non. Nous serons toujours là pour vous rappeler que dans ce pays-là, il y a des personnages qui ont marqué l'histoire du Congo de manière néfaste et qu'il faudrait que l'on fasse un effort pour ne pas les élever au rang de Patrice Emery Lumumba parce qu'ils n'en méritent pas. Ils ne méritent pas demeurer à ces rangs-là. Aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de supputations autour des élévations de certaines personnalités au rang des héros nationaux. Il y a des panafricanistes aujourd'hui qui recommandent cette élévation de Patrice Emery Lumumba. Certains vont jusqu'à dire que non, on refuse même qu'on continue à l'appeler héros national congolais, qu'eux préfèrent qu'on l'appelle l'héros panafricain. C'est le panafricaniste Patrice Emery Lumumba. Voilà. Parce que finalement, les Congolais ne comprennent pas qui est qui dans ce pays. Qui a joué quel rôle dans ce pays. Patrice Emery Lumumba a joué son rôle. Important, il a marqué l'histoire du Congo. Voilà. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la date du 23 mai avait des conséquences. 23 mai 1960, avec la victoire historique de Patrice Emery Lumumba en tant que Premier ministre suite à cette élection démocratique, premières élections démocratiques au Congo. Par la suite, il y avait eu la chasse à l'homme. Cette chasse à l'homme a été organisée par, évidemment, les Belges qui étaient donc sur le terrain, qui ne voulaient pas partir et qui voulaient en découdre avec le système Lumumba.
en utilisant bien sûr les Congolais eux-mêmes pour jouer le rôle de bourreaux. Voilà, les bourreaux ont été nos propres compatriotes, c'est-à-dire des Congolais, des parents de l'époque qui ont joué ce rôle néfaste contre Patrice Emery Lumumba. Voilà. Et donc, nous allons observer encore une fois quelques secondes d'intermède et nous allons revenir pour voir si le professeur est de retour pour continuer cette émission. Voilà, nous sommes de retour et nous attendons l'entrée du professeur tout à l'heure pour continuer la deuxième partie de cette émission, mais nous étions en train de vous donner les conclusions par rapport à la première émission et un sommaire sur cette deuxième partie de l'émission par rapport au collège des commissaires généraux, ceux qui ont joué un rôle important et un rôle catalyseur justement dans l'évolution démocratique au Congo Léopoldville, le Congo, la RDC aujourd'hui. Donc ce pays a une longue histoire qu'il faut qu'à chaque séquence, nous puissions vous expliquer d'où est parti le Congo et où est-ce que nous allons. Voilà, donc nous allons ainsi, tel que nous l'avons prévu, continuer cet élan, cette émission, avec la séquence où le professeur va nous expliquer maintenant cette question des assassinats avec précision, qui ont été assassinés, qui sont les commanditaires et ceux qui ont joué le rôle essentiel, justement, dans ces assassinats à cette époque au niveau de Bakwanga. C'est avec plaisir, donc, que nous recevons encore le professeur. Professeur, bon retour à l'écran, bon retour à l'émission. Voilà, je pense que vous nous avez suivis pendant que nous étions en train d'expliquer ici sur le plateau, hein, donnant un résumé sur cette deuxième partie de l'émission. De quoi s'agissait-il, professeur, par rapport à cette question des assassinats de Bakwanga? Qui a assassiné qui? Effectivement, j'ai suivi ce que vous aviez brossé comme péripéties de la période de 1960 pour les assassinats. Ben, bon, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre ou veulent comprendre ces passages de la joie, de la victoire des lumumbistes au passage du malheur des assassinats. Donc, 3 mois après cette victoire-là, et la Belgique a concocté son plan pour assassiner la démocratie et avec la complicité de certains Congolais. Et curieusement, on parle souvent, depuis 1961, on parle souvent de l'assassinat de Lumumba. Il y a eu un temps où on parlait bien sûr de ces colistiers Okito et Mpolo. Je pense que nous deux, nous avions fait une émission sur les héros oubliés Okito et Mpolo. Mais nous avons le Congolais ou l'État congolais a tendance d'oublier des cadres politiques, de véritables cadres politiques qui ont accompagné cette victoire des lumumbistes. Et alors, la Belgique et leurs complices congolais ont fait la chasse à l'homme pour vraiment tuer, éliminer des lumumbistes. Et voilà que sur les archives, nous sommes tombés sur une lettre écrite par le commissaire général adjoint à la justice qui était M. Étienne Tshisekedi. Et cette lettre-là, du 23 décembre 1960, a été adressée au Mulopwe du Kasaï de Bakwanga. Cette lettre-là, bien sûr, injuriait Lumumba des crapauds après l'avoir maîtrisé. Et voilà que très prochainement, le gouvernement de Sa Majesté sera en possession
des principaux lieutenants du crapaud, dont Elengesa Pierre, Finan Jean-Pierre, Nzouzi Emmanuel, Muzungu Christophe, Mboui Joseph, au fin de leur faire subir un châtiment exemplaire. C'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que nous vous défendez. Voilà, sur cette panoplie de photos que vous êtes en train de montrer, donc les collaborateurs de Lumumba, bien sûr, Lumumba en tête, et Apollo et Okito, et suivi de Muzungu, de Fina, de Nzouzi Emmanuel, de Lumbala Jacques, de Elengesa, de Yangara, de Joseph Mboui, et on n'a pas la photo de Jacques Fataki qui était. Alors, qui étaient-ils ces gens-là? C'était de véritables collaborateurs de Lumumba. Donc, Lumbala Jacques était était nommé secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Muzungu Christophe était le premier administrateur de la sécurité du Congo. Il était du parti Moub de Basonge, allié bien sûr de MNC Lumumba. Joseph Mboui était secrétaire national du MNC, ministre de la classe moyenne au premier gouvernement du Congo. Finan Joseph, qui normalement c'est le papa de Abeti Masikini, son autre famille c'est Finan. Finan Joseph était député national, député provincial de la province orientale et président, donc président provincial ou aujourd'hui gouverneur de la province orientale, MNC. Elengesa était conseiller spécial à la présidence du Conseil. Nzouzi Emmanuel était secrétaire national de la jeunesse du MNC Lumumba. Fataki était major de la gendarmerie, donc apparenté MNC, et Yangara. Voilà ces personnes-là qui ont été amenées à Bakwanga pour être éliminées, assassinées. Et voilà que l'État congolais a fait fi, oublie ces personnes-là, des véritables cadres du Congo, de véritables nationalistes congolais qui ont encadré Lumumba pour la réussite de la victoire des Lumumbistes aux premières élections nationales. Et aujourd'hui, on ne parle que de Patrice Emery Lumumba, de Polo et Okito, et on a oublié ces nationalistes qui ont été assassinés à Bakwanga. Et d'ailleurs, il y a un témoin oculaire qui a assisté à cet assassinat-là, le chef coutumier de Bakwanga, Kassengoulou, et son fils qui s'appelait Médard Kalonji, qui a témoigné qu'il était là. Il a vu comment on les a assassinés. Il y a une vidéo, voire même une audio. On va en parler. On va en parler, professeur, mais j'aimerais qu'on souligne un point de détail ici. Vous avez parlé de Lumbala ici, Lumbala Jacques, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une liaison avec, au niveau de ce patronyme, avec le Lumbala que l'on connaît, le Lumbala de ce temps moderne du Congo d'aujourd'hui? Parce qu'il y a une confusion entre ce Lumbala de l'histoire et le Lumbala d'aujourd'hui. La plupart pensent que Lumbala aujourd'hui, c'est le fils de l'autre. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux Lumbala? Il n'y a aucune relation de famille. J'ai eu confirmation que Roger Lumbala ne fait pas partie de la famille de Jacques Lumbala. J'ai eu confirmation d'un des fils de Jacques Lumbala. Donc, ils ne sont pas de même famille. Pas du tout. Je pense avoir répondu à votre question. Pas du tout, professeur. Ben voilà. Si Lumbala, dont les Congolais pensent que c'est le fils de l'autre, qui était parfois embourbé par ces différents discours, croyant que c'est le fils de Jacques Lumbala, alors la précision est donnée par le professeur Lumenji qui a fait des recherches à ce sujet. Alors, vous étiez en train de nous parler d'un témoin qui aurait vu comment on assassinait
ses compagnons de parti de Lumumbiste au Katanga. Non, pardon, au Bakwanga, c'est ça? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a vu exactement? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il était là, ces témoignages se retrouvent dans les archives que vous avez consultées. Oui, effectivement, ces témoignages se trouvent dans les archives que j'ai consultées. Non. Je n'ai pas bien compris votre question. Les témoignages de M. Médard Kalonji ne se trouvent pas dans les archives, mais il y a eu des recherches de Congolais qui sont partis au Bakwanga à la recherche du lieu là où on a assassiné les personnes dont j'ai cité, et le fils de ce chef coutumier est venu témoigner en personne, et on l'a filmé, et il a témoigné en personne qu'il était là. Il est né en 1944 et en 1961, il avait 17 ans. C'est Médard Kalonji. Voilà. Alors, maintenant, essayons un peu de nous expliquer quelles pouvaient être les causes principales qui ont justifié cet assassinat, ces assassinats odieux des compagnons de Lumumba, au Bakwanga en plus. La cause principale, c'était l'élimination de toute l'équipe de Lumumba. C'était la chasse à l'homme de Lumumbiste. Donc, il ne fallait pas que les Lumumbistes restent en politique. Il fallait tous les éliminer, tous les écarter. Mais pourquoi ce choix du Bakwanga au lieu d'ailleurs? Quel est le choix? Oui, mais c'était logique. Pourquoi? Parce que le MNC, lorsqu'il a été créé, le MNC avait un grand fief dans le Kasaï, avec Kalonji. Et déjà, il y a eu scission du MNC en 1958, et donc il y a MNC Kalonji et MNC Lumumba. Mais lors des élections, vous avez constaté que Kalonji, dans le Kasaï, n'a récolté que 8 députés sur le plan national. Donc, déjà, il y a eu quelque chose d'animosité entre les deux groupes politiques. Donc, c'était l'ennemi politique de Lumumba. Donc, il fallait envoyer des Lumumbistes là-bas pour aller les égorger. Alors, quand vous dites qu'il fallait envoyer les Lumumbistes là-bas pour les éliminer, il fallait envoyer les Lumumbistes pour les massacrer, il fallait, vous sous-entendez qui aurait été des commanditaires dans cette opération? Qui ont commandité cette opération? Les commanditaires de cette opération, c'est le groupe Mbinza et le collège des commissaires généraux. Différence entre les deux, professeur? Bien sûr, différence entre les deux. Le groupe Mbinza, je l'avais expliqué dans une émission, mais je vais le répéter, le groupe Mbinza était constitué de personnes qui habitaient Mbinza, aujourd'hui Ngaliema, à part Bomboko, qui n'habitait pas Mbinza. Donc, je peux vous les citer. Il y avait Mobutu, il y avait Bomboko, il y avait Albert Ndele, et il y avait Damien Kandolo, hein, ils étaient environ 6. Et Étienne Tshisekedi n'en faisait pas partie. Donc, voilà que les deux groupes, les collèges de commissaires généraux, et ça, une liste vraiment dépassant plus de 30 personnes qui faisaient partie du collège des commissaires généraux. Voilà le groupe qui a comploté contre le Lumumbiste. Un instant, professeur, vous avez dit Étienne Tshisekedi ne faisait pas partie de quel groupe? Il ne faisait pas partie du groupe de Mbinza. Mais par contre, il faisait partie du collège des commissaires généraux. N'est-ce pas? Donc voilà. Je pense que le groupe Mbinza était un sous-ensemble du collège des commissaires généraux. Donc Étienne Tshisekedi faisait partie du collège des commissaires généraux, mais dans le sous-ensemble de groupe Mbinza, il n'en faisait pas partie. Voilà. Mais par contre, il est dit dans le groupe des commissaires généraux. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire qu'il a appartenu dans le collège des commissaires généraux.
Oui, bien sûr. Mais par Et il a contre, joué un rôle important. oui, mais par contre, ce que vous devez comprendre, les gens qui sont dans le groupe Mbinza faisaient partie du collège des commissaires généraux. Oh, donc c'est le grand ensemble. Et donc les autres Voilà, étaient dans le grand les ensemble. grands ensembles et dans le sous-ensemble qui faisait partie là-dedans, c'était le groupe Mbinza. Voilà. Voilà. Et donc, quel a été maintenant, professeur? Nous avons compris les causes, nous avons compris qui ont été les commanditaires de ce crime à l'époque et les exécutants maintenant, les exécutants. Qui sont-ils? Qui sont ces gens-là qui ont joué ce rôle de massacreurs? Ceux qui ont joué le rôle de massacreurs, bon, je veux vous étonner tout d'abord en disant que sur la documentation que j'ai pour la conférence nationale, j'ai été étonné que pour les assassinats de Bakwanga, la conférence nationale a convoqué Mobutu, a convoqué Justin Bomboko, a convoqué Ndel Albert, a convoqué Nendaka, a convoqué Matouba Joseph, qui était administrateur en chef adjoint de la sécurité nationale, a convoqué Albert Kalonji Albert, a convoqué Ngalula Padangila, a convoqué Kadima Honoré, qui était ministre intérieur du Sud Kasaï, a convoqué Kabé André, et voilà que curieusement, ils n'ont pas convoqué Étienne Tshisekedi, ils n'ont pas convoqué Liaou, qui faisait partie du collège de commissaires généraux. Je ne comprends pas cette façon sélective que la conférence nationale a fait pour essayer d'écarter Étienne Tshisekedi alors qu'il y avait sa lettre envoyant ces gens-là au cloué au pilori. Donc, voilà. Donc, les commanditaires de cet assassinat-là, c'est tous les groupes des collèges des commissaires généraux qui Quand sont vous les dites commanditaires. les commanditaires étaient tous les membres du collège des commissaires généraux, Généraux. mais il y avait quand même des responsables, ceux qui jouaient, qui pesaient le plus. Parce que là, on ne Oui, cite que les noms d'Étienne Tshisekedi tout le temps. oui, oui, Parfois, on dit mais c'est lui parce qui a que écrit la lettre, mais est-ce qu'il oui, n'avait pas reçu les ordres? en tant que ministre, je peux appeler commissaire général adjoint, donc ministre adjoint En plus, de la. adjoint, professeur, Mais adjoint. oui, Il avait un vous titulaire. oubliez, il ne faut pas oublier que il y avait un arrêté, un décret qui a été décrété par le président Kassavoubou et son titulaire, voilà, vous êtes en train de le publier, que tous avaient une voix délibérative. Tous. Donc, et les titulaires et les adjoints. Donc, à l'absence du titulaire, l'adjoint avait sa voix quelque part. Donc, Étienne Tshisekedi avait une voix délibérative. Donc, tous, hors de question de dire que parce qu'il était adjoint, il n'était pas. D'ailleurs, Étienne Tshisekedi a signé un décret modifiant comment le décret de la justice de 1958 avait été modifié, changeant le magistrat, les commissaires de police pour le jugement des gens parce que, ayant peur que certains commissaires de police ou magistrats devraient normalement relâcher ce qu'ils avaient arrêté, donc ils faisaient les tris pour nommer leurs commissaires ainsi que leurs magistrats qui normalement devraient prendre leur part. Donc voilà, donc ils avaient une décision collégiale. Décision collégiale, donc, le choix du Bakwanga. Mon problème, c'est le choix du Bakwanga parce que, initialement, il était prévu que Patrice Emery Lumumba soit aussi conduit vers le Bakwanga. Mais qu'est-ce qui a fait ce revirement de la situation où on prend juste Patrice Lumumba, Polo Yukito, et on les achemine vers le Katanga et on change de destination des autres qui vont aller vers le Bakwanga. Pouvez-vous nous expliquer à ce niveau quel a été l'élément déterminant à ce changement-là? L'élément déterminant était le chef de l'État, Kasavubu, qui insistait auprès du président du Congo-Brazzaville, Philbert Youlou,
ainsi que la Belgique, des mandats à Tchombe pour recevoir les colis. Donc, à la dernière minute, le 14 ou le 15 janvier, Tchombe a accepté de recevoir. Or, première destination était Bakwanga. Mais à la dernière minute, Tchombe, sous l'instigation de la Belgique, effectivement, Tchombe a accepté de recevoir Lumumba et le collège des commissaires a inclus Okito et Polo dans ces groupes. Et les autres groupes, un mois après, ils étaient envoyés à la destination première qui était les Bakwanga. D'accord, mais qu'est-ce qui a expliqué ces changements réellement, l'acheminement de Lumumba au Bakwanga? Est-ce qu'ils ont suspecté une possibilité d'évasion, une possibilité de connivence pour le protéger ou Non. Au Bakwanga, l'acheminement, c'était, on vient de le dire, l'ennemi politique de Lumumba, c'était Kalonji, Tchombe, Kasavubu sur le plan du pays. Donc, et maintenant, Kasavubu qui était chef de l'État, et les autres membres du collège des commissaires généraux, et l'autre qui a fait sécession au Kasaï, mais la moindre des choses, c'est d'envoyer Lumumba vers ses ennemis. Donc, mais à la dernière minute, les Belges ont changé la direction. Moi, je ne peux pas répondre à la place des Belges. Voilà. Maintenant, lorsqu'on amène ces Lumumbistes au Bakwanga et qui sont déjà assassinés, est-ce qu'il y avait des réactions de la population? Bon, tout d'abord, la population ne savait pas. Donc, vous vous rendez compte, même la famille des assassinés ne savait pas où sont partis, où a-t-on tué ces gens-là. Donc, même la population ne savait pas. Donc, c'était un secret qui était gardé. Il a fallu cette lettre-là pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse savoir là où était la destination de ces assassinés. Donc, la grande majorité des gens ne savaient pas où étaient partis ces gens-là. Ils ne savaient pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une mobilisation telle qu'on parle de Lumumba, parce qu'on ne parle que de Lumumba dans cette affaire-là, alors que Lumumba n'est pas mort seul. Alors qu'aujourd'hui, tous les médias, le monde, l'histoire a retenu le nom de Lumumba, Polo et Okito. Alors qu'il y a tout ce groupe qui a été acheminé vers le Bakwanga, ce groupe a été assassiné parfois de manière atroce. On n'en parlait pas, professeur. Qu'est-ce qui explique tout ça? Très atroce et effectivement, c'est pourquoi moi, en tant que patriote congolais, en lisant, en relisant, en fouillant, ça m'a fait très mal de pouvoir oublier ces cadres congolais, ces patriotes qui normalement peuvent être élevés au rang de héros qui ont été assassinés comme ça, qui ont laissé des enfants à bas âge, des enfants qui n'étaient pas nés. Par exemple, je vous dirais, une fille de Fina n'était pas encore née. Christophe Muzungu, le fils de Christophe Muzungu n'était pas né. Jacques Maurice Lumbala, il n'avait qu'1 an lorsqu'on a assassiné son père. Émilie Muzungu n'avait qu'1 an lorsqu'on a assassiné son père. Donc, vous vous rendez compte, et là, le Congolais ne parle que de Lumumba, Okito et Polo. Donc, c'est pourquoi, en tant que patriote congolais, je me lève pour que l'on puisse parler de ces patriotes-là. Alors, professeur, pour l'entendement de tous ceux qui nous suivent, en tout cas par rapport aussi aux commentaires que nous recevons déjà, quand vous parlez de Jacques Lumbala ici, il faut vraiment bien préciser, parce que quand vous citez le nom de Lumbala, les gens pensent qu'il s'agit de Lumbala actuel. Hein. Celui dont vous dites qu'il n'avait qu'1 an à l'époque, il faut toujours faire allusion en expliquant aux gens qu'il ne s'agit pas de ce Lumbala que vous voyez là. Non, le Lumbala qu'on voit, il s'appelle, le Lumbala qu'on connaît aujourd'hui là, il s'appelle Roger Lumbala. Voilà. Et le Jacques, le fils actuel dont vous parlez. Jacques Lumbala, c'est celui qui a travaillé avec Lumumba en tant que secrétaire d'État
secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Et donc, Roger Lumbala n'est pas le fils de Jacques Lumbala. Pas du tout, pas du Pas tout. du tout. Mais vous avez parlé de Lumbala, c'est-à-dire le fils de Jacques Maurice Lumbala, qui n'a Lumbala, rien à voir avec Roger Lumbala. oui, mais par contre, Maurice Lumbala, c'est le fils Lumbala. Voilà. C'est une précision de taille, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de réagir sur ce patronyme, qui pense que qui dit que c'est une révélation d'entendre qu'il y a un certain Roger Lumbala. Pardon, c'est ça? C'est Roger Lumbala, n'est-ce pas? Non, il y a un certain Maurice Lumbala qui est le fils. Maurice Lumbala qui est le fils de Jacques qui n'a rien à voir avec Roger Lumbala. On avait assassiné. C'est très important, hein, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont portés à cette confusion-là tout le temps. Et donc, professeur, nous allons regarder juste un petit élément d'une minute et demie, je crois, et qui explique cette question de collège des commissaires généraux, où il faudrait justement que les gens comprennent que, comme vous venez de le dire vous-même, que le collège des commissaires généraux était composé des criminels, justement, les gens qui ont voulu à Patrice Lumumba et aux nationalistes de l'époque, c'est-à-dire que c'est les comploteurs de la démocratie, les comploteurs des indépendances de l'époque, dont on veut aujourd'hui ériger des monuments, ériger des endroits de visite touristiques, alors que c'est des gens qui ont justement contribué à la destruction de la démocratie. Écoutons ce petit élément, professeur, et nous allons revenir à notre échange. Par exemple, la commission Lumumba, moi je croyais avoir totalement compris ce dossier. Parce qu'on m'a cherché d'étudier le groupe de mise et les collèges de commissaires généraux. Mes chers amis, j'ai eu accès à presque tout le PV du collège de commissaires généraux. J'ai eu accès presque à tout ce PV. Tel a dit, tel a fait. Tout celui qui a été au collège de commissaires généraux était un assassin. Tout celui, je dis bien, tout celui, Aubert Mukendi, Tshisekedi, tout celui qui a été. Tout celui, c'est un assassin. Les collèges de commissaires généraux, c'est un gouvernement mis pour liquider Lumumba. C'est le rôle du collège de commissaires généraux, point très pas pour autre chose. Voilà. Professeur, pouvez-vous nous présenter l'orateur à cette conférence qui témoigne avec précision que tous ceux qui ont été membres du collège des commissaires généraux étaient des assassins, et il cite nommément Tshisekedi Etienne dans la liste. Oui, effectivement, il s'agit du professeur Jean Omasombo, qui est professeur en sciences politiques à l'université de Kinshasa, qui est le seul Congolais qu'on a coopté pour être membre de la commission Lumumba en 2001, 2001-2002, et qui détient beaucoup d'archives, beaucoup d'informations sur l'histoire du Congo en 1960. Et voilà, là, il a bien confirmé que voilà, tout membre du collège des commissaires généraux était un assassin. Et il a cité les Aubert Mukendi, et d'ailleurs Aubert Mukendi qui était devenu directeur du cabinet de Mzee Kabila alors que c'était un assassin. Donc Tshisekedi, les Boboliko, les Liaou. Donc, et voilà, il le confirme. Et donc, quand on entend tout ça, professeur, lorsqu'on entend que Étienne Tshisekedi, nous insistons d'Étienne Tshisekedi ici, c'est parce que c'est un homme qui a bluffé quand même les Congolais. Hein. Il a bluffé les Congolais par sa lutte politique contre Mobutu. Il a bluffé les Congolais parce qu'aujourd'hui, la mémoire collective actuelle pense que cet homme est le libérateur du peuple congolais de la dictature. Alors que les archives et même les témoignages que vous nous avez faits l'autre fois ont démontré qu'il a participé activement dans l'implantation de cette dictature de Maréchal Mobutu. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que c'est lui qui a bluffé, mais plutôt c'est la coalition des assassins du Congo qui ont bluffé le peuple congolais parce que toutes les archives congolaises étaient dans leurs mains. Donc, il n'y a aucun Congolais, aucun Zaïrois à l'époque n'avait ces archives. D'ailleurs, même à la conférence nationale souveraine, certaines archives n'étaient pas connues. Donc, cette lettre-là
n'a été présenté que par le président Mobutu parce qu'il en avait marre d'être cité le seul assassin de Lumumbiste. Donc, voilà, aujourd'hui, maintenant, dans la période de la nouvelle technologie, maintenant, la jeunesse congolaise, l'opinion congolaise peut maintenant s'octroyer des archives pour connaître la vérité. Et voilà que Lumumba était un prophète disant que l'histoire du Congo sera écrite par le Congolais, les Africains eux-mêmes. Nous commençons à l'écrire aujourd'hui en ayant les archives dans nos mains. Quand vous dites que cette lettre-là a été présentée par le président Mobutu à la conférence nationale, vous parlez de la lettre de Crapo, c'est ça? Bien sûr que oui. Et qu'est-ce qui prouve que cette lettre est une lettre vraiment authentique? Si c'est présenté par Mobutu, il y a de quoi mettre en doute. Mais qu'est-ce qui prouve que les accusations qu'on est en train de faire sur Mobutu, sur l'autre, sont vraies? Oui, parce qu'il y avait eu un coup d'État d'abord en 60, et puis il y avait eu un autre en 65 pour oui, mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait seul. du pouvoir. Mais il ne l'a pas fait seul. Les éléments sont crédibles. Oui, mais il ne l'a pas fait seul. Il n'a pas fait le coup d'État seul. Il l'a fait avec un groupe, machin. Donc, la lettre est là. Claire et nette que ça a été signé par le commissaire général adjoint à la justice. Donc, pourquoi seul Étienne Tshisekedi n'a jamais contredit cette lettre-là? Pourquoi à la conférence nationale, on a fait fi de l'invité pour venir se justifier? Pourquoi on a appelé les autres sauf lui? C'était pour le protéger, pour qu'il puisse passer Premier ministre. Parce que normalement, c'est lui qui était mouillé dans les assassinats, dans tous les crimes, ne devrait pas normalement occuper un poste. Voilà pourquoi on a tout caché pour élever Tshisekedi au rang de, voilà, celui qui était main propre. C'est faux et archi faux. Alors, la commission des assassinats qui était constituée au sein de la conférence nationale souveraine, dont certains lumumbistes même faisaient partie, vous les connaissez. Est-ce que cela aussi protégeait Tshisekedi? Non, je vais vous dire ceci. La commission des assassinats n'a jamais lu à la plénière tous les documents, tout leur travail. N'a jamais. C'était interdit. Donc, c'était grave. Pourquoi la conférence nationale s'est arrêtée? C'était à cause de cela. Ils ont voulu, au mois de décembre 92, ils ont voulu que la commission des assassinats puisse présenter à la plénière leurs travaux. C'était niette. Mosengo a refusé parce que ça aurait été le déballage total. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, même cette lettre-là, n'a jamais été lue à la conférence nationale. Et vous pensez que le lumumbiste que vous connaissez, qui était aussi membre de cette commission des assassinats dont on répète son nom par les défenseurs de Tshisekedi, qui pense que c'est une lettre inventée de toutes pièces et que c'était un lumumbiste d'ailleurs qui dirigeait même cette commission des assassinats, pour ne pas le citer, l'ex-ministre Mendy à l'époque, c'est lui qui était dans la commission des assassinats. Cette information venait de Tshisekedi eux-mêmes qui me disent que poser la question au professeur, comment expliquer que Mende Lambert, qui à l'époque était dans cette commission des assassinats, lui qui se définissait comme le lumumbiste à l'époque, puisse jouer le jeu de cette information que vous nous donnez de protéger Tshisekedi. Cela aurait-il été possible de la part de Mende? Je vous réponds tout simplement que la grande majorité des lumumbistes ont trahi les lumumbistes. Donc, c'est clair et net. Donc, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Tout le monde, on peut se dire lumumbiste alors qu'on n'est pas lumumbiste. Je réponds à ces gens des tshisekedistes. On a acheté des lumumbistes pour faire n'importe quoi. Donc, dernièrement, j'ai suivi une émission que vous avez fait avec un lumumbiste qui a dénoncé les faux lumumbistes. Eh bien voilà, êtes-vous prêt à faire un débat contradictoire avec ceux qui vont vous opposer cet argument-là? Je suis tout à fait prêt. D'accord. Professeur, nous allons terminer l'émission, mais j'ai 2-3 questions à vous poser. Oui. En 60,
l'histoire montre, vous avez aussi expliqué, dit tout à l'heure, que les Congolais n'étaient pas assez instruits, les Congolais n'étaient pas assez formés, le Congolais n'était pas prêt justement à prendre les responsabilités politiques de leur pays. Mais déjà à partir de 65, avec Étienne Tshisekedi, dont on dit qu'il était le premier docteur en droit, les choses pouvaient être comprises autrement, les choses pouvaient changer, les choses ont commencé à prendre une certaine connotation au Congo. La couleur politique commençait à changer. Est-ce que cet argument de dire que le Congo, les Congolais n'étaient pas assez formés, à partir de 65, quand même, les intellectuels commencent à entourer le système politique congolais, avec Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que on peut avoir des diplômes, on peut être formé sans pour autant avoir une maturité politique. Souvenez-vous des déclarations de Maître Wade lorsqu'il est venu au Congo. Souvenez-vous de Maître Wade. Souvenez-vous de Eden Kojo. Donc, on peut avoir la pullulation des diplômes universitaires, formation, sans maturité politique. Donc, ça se prouve jusqu'aujourd'hui. Et dans sa lutte politique, il a quand même lutté contre une dictature, et en luttant contre cette dictature, pour donner une nouvelle impulsion au Congo vers le respect de l'homme, vers la démocratisation, vers le partage de pouvoir, la séparation des pouvoirs, Tshisekedi quand même voulait marquer le pas avec l'histoire. Il voulait quand même échanger les choses par rapport à tout ce qu'il a vécu pour y avoir été membre actif. Écoutons d'abord un extrait de ce qu'il dit lui-même par rapport à l'analyse qui s'est faite de la situation de jadis et la situation au cours de la période où il a commencé à mener sa lutte contre la dictature. Pour la démocratie pluraliste chez nous, c'est que nous avons cru dans la maturité de notre peuple, qui fera le beau choix demain. Il ne faut plus qu'on nous traite, il ne faut pas qu'on nous traite comme les Aïois de 60, dont tout le monde s'inquiétait de bavures, des erreurs, tout ça, pas du tout. Nous savons. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Grande contradiction. C'est-à-dire? Grande contradiction. Il parle de la maturité de l'homme politique dans les années 90. On a vu ce qu'on a vu. L'homme politique dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'homme politique congolais n'est pas encore mature. Alors, grande découverte dans cette vidéo, voilà que M. Étienne Tshisekedi nous dit que le politicien des années 60 avait commis des erreurs et des bavures. Oui. Waouh! J'ai sursauté sur mon canapé lorsque j'ai entendu cela. Donc, ça signifie qu'il est en train de reconnaître qu'il faisait partie du groupe des assassins qui ont assassiné, mais pour lui, il dit ça, erreur et bavure. Pour moi, en tant que patriote congolais, ce n'était pas des erreurs, c'était quelque chose de prémédité. Cette lettre-là a été écrite le 23 décembre 1960. Or, Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Le Muzungu, les Lengesa et les autres ont été assassinés le 15 février 61. Là, pourra-t-il dire que c'était bavure ou erreur? C'était une préméditation. Une préméditation de la part de qui? Pas de Tshisekedi quand même. De la part de collège des commissaires généraux. Il l'a signé lui-même ici en tant que commissaire général adjoint à la justice. Donc, il en faisait partie. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part, professeur, que parfois, probablement, nous sommes en train de... Enfin, les analystes portent à faux cette responsabilité sur le dos de Étienne Tshisekedi. Lui qui n'était que l'adjoint, cette notion d'adjoint revient toujours de la part de défenseurs de Tshisekedi. Adjoint, il n'était pas le titulaire, professeur. Il faut vraiment des arguments forts pour convaincre les gens.
c'est curieux que vous revenez toujours sur la même question Je pense que d'adjoint. la question revient tout le temps ici. Les gens Oui, nous mais que posent la ça revient, question. que les Congolais aillent fouiller dans les archives qu'il y avait un décret qui a été signé, qu'il y avait une décision collégiale. C'était collégial, donc que ce soit l'adjoint ou titulaire, ils avaient tous le même droit et les mêmes devoirs. Donc, moi, je ne m'attarde pas en disant que l'adjoint, donc vous êtes en train de publier l'article du décret qui a été signé, ils avaient tous la même responsabilité. Ok, ben écoutez, professeur, merci beaucoup, hein. Merci pour cette précision, ces insistances en tout cas dans votre témoignage après autant de recherches, hein. Ce n'est que une partie remise en tout cas. Le débat va continuer tous les jours que les sensibilités, les Congolais vont s'exprimer, ils vont vouloir s'exprimer ou apporter un autre argumentaire, une autre précision. Les antennes des télé Saturne et Canaf 54, elles sont toujours disponible justement pour les Congolais qui aimeraient discuter des sujets concernant le pays. Alors, nous allons terminer complètement maintenant l'émission avec la responsabilité de l'État congolais. Quelle serait la responsabilité de l'État congolais pour le moment, professeur, par rapport à cette page sombre de l'histoire du Congo? Aujourd'hui, les reliques de Patrice Emery Lumumba, il y a des pourparlers pour le retour au Congo. Et quelle analyse faites-vous entre le fait que les reliques ont été demandées par la famille biologique et pas par l'État congolais, alors que Patrice Emery Lumumba, on l'a connu en tant que Premier ministre du Congo. Il était accepté et adulé ainsi, pas en tant que Patrice Lumumba, père de famille. Et aujourd'hui, c'est la famille qui veut s'en emparer de l'histoire de l'homme public, de l'homme politique congolais qui s'appelle Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu une confusion ici au niveau de cette situation? Oui, il y a une confusion, mais il faut que j'explique ça très bien. Les assassinats qui ont été commis en 1961 ont été commis par le Royaume de Belgique, l'État congolais, représenté par le chef de l'État, le collège des commissaires généraux, l'armée nationale congolaise. Voilà le complice. J'ajouterai les USA et par ricochet la France. Et sur le plan interne, nous traitons sur le plan interne. Mais ce qui est curieux, c'est de voir que la famille Lumumba, les enfants Lumumba, ont accusé que le Royaume de Belgique. Le Royaume de Belgique a accepté qu'ils avaient une responsabilité morale sur l'assassinat de Lumumba. J'ajoute de Okito, j'ajoute d'Mpolo. Mais ce qui est curieux, c'est de voir que le complice de ces assassinats, qui est l'État congolais, n'a pas été mis sur le pied pour le montrer que l'État congolais est aussi complice de cet assassinat. Et voilà qu'aujourd'hui, à la demande de reliques de Patrice Emery Lumumba, on inclut l'État congolais pour aller accueillir ces reliques. Mais l'État congolais doit tout d'abord s'amender de ses responsabilités de complice d'assassinat. Donc, moi, en tant que Congolais, je dis l'État congolais doit prendre ses responsabilités de pouvoir accepter, demander pardon au peuple congolais que l'État congolais a participé à l'assassinat de ses propres fils. Mais maintenant, professeur, maintenant que c'est la famille biologique, et notamment ses enfants, qui prennent le devant, qui sont dans toutes les démarches, qui sont dans toutes les rencontres, dans toutes les négociations, où se trouve maintenant la responsabilité en question de l'État congolais? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Mais non, mais le problème c'est celui-ci. On ne peut pas empêcher aux enfants, à la famille Lumumba, de réclamer le relique de leur père. Mais moi, en tant que Congolais, en fouillant les archives
de l'histoire congolaise, de l'histoire politique congolaise, je remarque que l'État congolais est complice de cet assassinat. Donc, moi, j'envoie aussi les messages à nos frères congolais, donc la famille Lumumba, qu'il ne faut pas qu'ils puissent normalement s'allier à l'État congolais pour aller récupérer le relique de Lumumba sans pour autant le pointer du doigt que vous avez aussi participé à cet assassinat. Donc, on ne pointe pas les personnes. Aujourd'hui, celui qui est président de la République, il y a un gouvernement, Félix Tshisekedi, c'est une personne physique, mais il représente l'État en tant que président de la République. Donc, l'État congolais, en 1960, a participé à l'assassinat de ses propres fils. Donc, oui, on ne peut pas interdire aux enfants Lumumba de faire cette démarche pour récupérer le relique. Sauf que moi, je fais observer que l'État congolais est complice de cet assassinat. On vient de le dire. Le professeur Omasombo vient de le dire que le collège des commissaires, toute personne qui a été citée en tant que collège des commissaires généraux est un assassin. Or, c'était l'État congolais. Donc, comment l'État congolais maintenant, aujourd'hui, se cache derrière les enfants Lumumba pour aller récupérer les reliques alors qu'ils en font partie des assassins? Voilà la nuance qu'on peut apporter. Et sur ce, l'État congolais ne peut que, s'il veut vraiment s'élever, ne peut que faire une communication en disant que oui, l'État congolais a participé à ça, nous avons une responsabilité et aujourd'hui, voilà, nous devons payer. Et en ramenant les reliques de Lumumba, l'État congolais accepte a participé à cet assassinat. Et l'État congolais a participé à l'assassinat d'autres Congolais qui étaient membres du MNC Lumumba ont été assassinés à Bakonga. L'État congolais aussi doit normalement déclarer que oui, l'État congolais a assassiné d'autres fils du Congo dans le Bakonga. Il faut aussi les élever une stèle au nom de tous ces assassinats du Bakonga. Voilà ce que moi je peux dire, que l'État congolais ne peut pas se cacher derrière les enfants de Lumumba pour se cacher alors qu'il en fait partie, l'État congolais, des assassins. Mais est-ce que, professeur, est-ce que les enfants Lumumba comprennent cette logique? Je n'en sais rien, mais moi, je dénonce cela. Oui, mais vous n'en savez rien, mais vous savez plus du côté de l'État congolais. Parce que si nous voyons les enfants Lumumba qui sont un peu partout dans cette démarche, y compris même la famille biologique de Lumumba s'en plaignent. La famille biologique de Lumumba existe. Oui, mais moi, je ne constate que sur les archives. Donc, si les enfants Lumumba ne s'intéressent qu'au retour du relique de leur père sans pour autant pointer du doigt l'État congolais, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Alors maintenant, au niveau du processus des retours de ces reliques-là, d'abord pour commencer, professeur, êtes-vous certain, vous en tant que scientifique, êtes-vous certain que les fameuses reliques ou la fameuse dent, les phalanges qu'on a trouvées, tout ça, ce sont vraiment les reliques de Patrice Lumumba? Avec le temps qui a passé, avec la manière dont vous connaissez les Belges qui ont voulu manipuler l'histoire des Congolais, le peuple congolais, pensez-vous qu'ils sont honnêtes avec ces reliques? Est-ce que vraiment ils sont passés par une analyse biologique, par analyse ADN pour déterminer que ces reliques effectivement appartiennent à Patrice Emery Lumumba? Nous voulons aller... Le monde est en train de balancer n'importe quoi aux Congolais pour calmer les revendications des Congolais et enterrer l'histoire. N'allons pas chercher la petite bête. Moi, et pourtant, il faut la chercher. Non. Lumumba, et pourtant, il faut la chercher. Je veux expliquer ceci. Oui. Le monsieur qui a montré, je pense même que le corps de Patrice Emery Lumumba possible n'a jamais été mis dans de l'acide tel qu'ils l'ont dit. Exactement. Je pense même. Exactement. Donc, je pense même. Donc, voilà, le gars là, Lumumba n'était pas n'importe qui. Lumumba était un grand leader panafricain. Donc, on devait conserver cela. Moi, je sais qu'ils attendaient au-delà de plus de 60 ans, 70 ans pour commencer à en parler. Mais le monsieur qui a pris cette dent-là, c'était un trophée pour lui. Donc, pour moi,
je ne cherche même pas à savoir pour faire l'ADN. C'était un trophée pour lui. Donc, il croyait que 40 ans après ou 35 ans après, on ne parlerait plus de cela. Donc, il a montré le trophée. Donc, moi, je pense que c'est la dent de Lumumba. Et Et donc, je si c'est vous la dent de assure, Lumumba, il est aussi probable que le corps de Lumumba n'a jamais été mis dans l'acide sulfurique tel qu'on nous parle dans l'histoire. Probablement, ce corps a été acheminé en Belgique et caché quelque part dans un musée. Voilà. je suis tout à fait d'accord avec vous, voire même aux États-Unis. Voilà. Et donc, voilà. Professeur, il y a ici, pour terminer l'émission, on ne parle que de Lumumba, ce qui n'est pas juste dans l'évocation de cette histoire tragique. Polo et Okito ont été tous assassinés avec Lumumba le même jour, au même endroit. Où pensez-vous que leur corps serait mis? Ou est-ce que vraiment ce corps a été, leurs corps ont été aussi dissous dans cet acide, dans ce feu d'acide sulfurique? Et on ne parle que de Lumumba et pourtant, Polo et Okito ont subi le même sort. Je ne pense pas, parce que tel que le monsieur Sut a démontré, il n'est parlé que du saccage du corps de Lumumba. Il ne parlait pas du saccage du corps de Okito et d'Empolo. Moi, je pense que le corps de Okito et d'Empolo se trouverait quelque part au Voilà. Congo. Qui est une bonne analyse, qui est une analyse logique par rapport à la grandeur de ces personnages historiques. Comme les corps, le reste de corps de Muzungu, de Elengesa, de Nzuzi Emmanuel, de Fina se trouvent à Kasengulu, dans le Bakwanga. À Kasengulu, c'est ça? Non, Kasengulu, dans le Bakwanga, à quelques 10 à 15 kilomètres du Bakwanga. C'est là où ils ont été mis dans une fosse commune. Donc, moi, le message que je peux envoyer à l'État congolais, c'est de pouvoir ériger, on connaît la place, c'est de pouvoir ériger une stèle au nom de ces martyrs-là, de ces vaillants congolais, Muzungu, Elengesa, Fina, Yangara, Fataki, Mbouyi Joseph et j'en passe. Donc, voilà, aujourd'hui, vraiment, c'est ce que j'avais à dire, et penser à ces patriotes congolais qui ont lutté pour l'indépendance du Congo. Dernière question, professeur, pour terminer cette émission. Vous venez de dire tout à l'heure que les enfants Lumumba devraient comprendre la nécessité de porter plainte contre l'État congolais. C'est une façon de dire que l'État congolais devrait prendre ses responsabilités, reconnaître tel que les Belges l'ont reconnu. Parce qu'il y a quelques années, la Belgique avait reconnu avoir commis ce crime horrible, d'une part. Et d'autre part, il y a le Congo qui doit aussi reconnaître sa connivence dans cet assassinat. Alors, vous avez jeté le pavé dans la mare pour que les enfants Lumumba, si vraiment ils sont consciencieux de l'acte qu'ils sont en train de poser aujourd'hui, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais est-ce que vous pensez que celui qui est président de la République aujourd'hui, qui représente l'État congolais dont vous faites allusion, dont son père a participé, on venait de le dire ici pendant 1h40, on ne parle que d'Étienne Tshisekedi, sa connivence dans les assassinats de Lumumba et des autres martyrs de l'indépendance. Vous pensez que celui qui est président de la République aujourd'hui, quoique incarnant l'État congolais, sentimentalement ou émotionnellement, pensez-vous vraiment qu'il pourrait aller jusqu'à ce niveau de la reconnaissance? Moi, je pense que, M. René Kitoko, nous devons abandonner les débats de personnes. Nous devons rentrer dans les débats d'idées. Le débat d'idées nous y sommes. Moi, je parle de l'homme qui est président de la République. Est-ce qu'il est capable de reconnaître cela? C'est ça. On ne parle pas d'individu, c'est par hasard qu'il se retrouve là, lui. Parce que si vraiment le président... probablement, il pouvait condamner. Mais n'oublions pas que Tshisekedi, c'est un Tshisekedi. Hein? Si vraiment le président Félix Antoine Tshisekedi veut s'élever dans le concert de grands présidents d'Afrique, il devrait normalement abandonner les débats des personnes. Donc, Lumumba parlait
que ce soit Kassavubu, que ce soit Lumumba, s'ils ne travaillent pas pour la cause nationale, on doit l'écarter. Donc, nous ne sommes pas là pour les débats des personnes. Si les gens ont commis des erreurs, que ce soit ton Professeur, père, ce n'est que pas ce lui soit qui ta pose le débat mère, des personnes. voilà. C'est nous qui posons la question de réflexion. Tout J'ai simplement. répondu. Ce n'est pas Et lui je qui lui ai pose le débat envoyé. des personnes. C'est nous qui posons la question parce que c'est un hasard qui fait que c'est pendant qu'il est au pouvoir que cette question de relique est posée et va rentrer au Congo. Et maintenant que sur le point de vue stratégique, vous qui faites des analyses, vous trouvez que ce n'est pas cohérent que les reliques de Lumumba soient ainsi acheminées de manière banale. Il faut qu'il y ait un processus beaucoup plus juste par rapport à la grandeur de l'homme. C'est pour cela que nous posons la question de savoir, du point de vue sentimental, peu importe ce qu'on peut dire, mais c'est le fils de celui qui était l'homme qui est cité souvent ici dans les assassinats. Vous et moi, nous pouvons avoir un papa qui avait joué un tel rôle et qu'aujourd'hui je deviens président ou vous devenez président de la République. Mais comment vous pourriez réagir à cette question? C'est pour ça que je pose la question. Pensez-vous que les enfants Lumumba peuvent avoir la volonté de dire cela au président de la République? Mais eux, sachant que c'est l'homme dont le père a joué un rôle dans l'assassinat de leur père, est-ce que quelque part ils ne sont pas en train de fléchir à trop exiger? Je suis désolé. Ça montrera la maturité politique des Congolais. Si le président de la République actuelle fait fi de son père et qu'il dit que l'État congolais a commis de fautes, cela montrera la maturité politique de notre président actuel. Voilà, c'est un message que j'envoie, c'est tout. Très bon message, professeur. Avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot est celui de ne pas continuer dans la rancune de pouvoir. Le Congo doit normalement, le peuple congolais doit se regrouper, se concentrer pour la construction de notre pays dans l'amour de son prochain Congolais. Et sur cet amour, il faut qu'on l'envoie aux orphelins, aux veuves des assassinés de Bakwanga. Voilà, professeur, merci. Merci beaucoup. Ça fait 1h47 que nous sommes en direct avec vous pour parler de cette question des assassinats de Bakwanga. Et initialement, nous avons parlé d'abord du 23 mai 1960, date historique de la victoire de Patrice Emery Lumumba avec ses alliés, justement aux législatives de 1960, qui ont finalement porté Patrice Emery Lumumba au sommet du gouvernement, du tout premier gouvernement démocratiquement élu en 1960. Merci, professeur Lomenje. À très bientôt et nous allons continuer d'autres émissions avec vous. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci, professeur. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons été avec le professeur Lomenje. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Nous avons ainsi terminé. Vous avez compris, le sujet est tellement riche, le sujet est tellement intéressant que nous devions toujours en parler. Tous ceux qui veulent participer à cette émission sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages d'encouragement pour que nous puissions continuer à vous servir, en tout cas, sur les différentes thématiques que vous aurez à nous proposer. Et surtout, n'hésitez pas à faire le devoir qui est le vôtre, c'est-à-dire de servir votre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, l'histoire du Congo ne peut être écrite de la manière la plus objective possible que par les Congolais eux-mêmes. C'est ainsi que Patrice Lumumba avait laissé comme message à tous les Congolais. Voilà, nous sommes très contents d'avoir fait cette émission. Vous êtes les bienvenus pour une nouvelle édition et nous vous convions justement à observer le temps de réflexion à chaque fois que vous voyez que le Congo ne marche pas. Contribuer ensemble pour soutenir nos frères et sœurs qui sont au Congo. Voilà, nous allons revenir prochainement pour une nouvelle thématique. Merci d'avoir suivi cette émission ce soir. Au revoir.